Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau Space hebdomadaire. Alors oui, on a changé de jour. Oui, on a changé d'heure aussi, mardi 19h, exceptionnellement, puisque, comme vous pouvez le voir dans la case des intervenants, on a aussi un changement d'équipe, même si on a un titulaire habituel, c'est le beau vélo, enfin Thibaut, on va t'appeler pendant ce Space, mais comment tu vas Thibaut? Très bien, salut à tous. Et aussi, on a donc le changement, notre super sub, notre équipier de luxe même, devrait-on dire, en cyclisme, c'est Tim DRCT. Comment tu vas, Tim? Ça va, salut tout le monde. Bon, nous, on s'était vu à la Curva Pino. Comment ça va depuis cette petite escapade italienne? Tu t'es remis de tes émotions un peu? Ah, franchement, pas encore, hein. Tu Euh, continues de courir tous les soirs? oui, bah, j'ai mis une semaine à trouver ma voie déjà. Et, euh, sachez que je regarde toujours la vidéo de Thibaut sur la carrière de Thibaut Pinot une fois par jour. Ah ouais, Voilà. ah Ouais. ouais, t'as vraiment pas tourné la page. Non, j'ai pas tourné la page. Ok. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Euh, on va justement essayer de t'aider à tourner cette page puisque aujourd'hui, on va débriefer les parcours du Tour de France et du Tour d'Italie, donc en mai et juillet 2024. Et voilà, les deux sont sortis courant octobre. Le Tour de France, c'était il y a un peu moins d'une semaine maintenant. Donc, on va pouvoir débriefer ça tranquillement. Et puis, voilà, essayer de vous donner aussi à vous les clés des grands tours à suivre cette saison et pourquoi et comment il faut les suivre. Et si les parcours, en tout cas, sont propices à des attaques, de grandes manœuvres, etc. Donc on va commencer tout de suite par le Giro. Voilà, on aura une case Giro, une case Tour de France et une case aussi où on verra que ces deux grands tours sont assez similaires. Enfin, en tout cas en statistique, ils ont des similarités et on verra si sur la route ça se retransmet vraiment ou s'il faut vraiment donner une importance aux statistiques. Donc les gars, Tim, on va commencer avec toi. Voilà, on te jette tout de suite dans le grand bain. Ce Giro, globalement, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, juste une petite vue globale comme ça, à chaud. C'est à peu près le même enfin, le même type de parcours que l'an dernier, je dirais. Dans le sens où, bah, après, c'est du Giro habituel, quoi. Un peu tout est en troisième semaine. Mais c'est aussi mieux dans le sens où il y a plus d'étapes, enfin, je pense qu'il y a plus d'étapes où il peut y avoir de la bagarre avant. Et après, bon, c'est quand même, enfin, il y a- c'est quand même moins dur que, bah, notamment que le Giro de cette année, en termes de haute montagne. Donc je pense que, ouais, enfin, par exemple, ces derniers jours, on a eu pas mal de débats sur Remco, même Van Aert, du coup, aujourd'hui. Je pense que c'est une occasion en or pour eux, même si moi j'aimerais beaucoup voir Remco sur le tour, parce que là ça commence à faire un peu long de voir Remco Ouais, je devenir suis d'accord. sur le Tour de France, mais je pense que enfin, sportivement ce serait logique qu'ils y aillent tous les deux, avec plus ou moins l'inconnu Pogacar, mais je pense en fait on retrouve un peu le même format que l'an dernier, que cette année, mais c'est beaucoup plus équilibré. Et je pense que si on a, par exemple, un Remco versus Pogacar, ça peut être intéressant pendant un bout de temps, même si je pense que Pogacar est quand même meilleur enfin, normalement, Pogacar devrait être quand même meilleur au final si on a ce duel-là, mais je pense que pourrait être intéressant longtemps. Voilà. Alors pour pas vous mentir, les gars, j'ai fait une fausse manip. Donc je suis un peu dans la panade. Donc Thibaut, dis-nous tout, toi, de ce que t'en penses de ce Giro global. Ok. Alors, je suis pas un grand fan, comme tout le monde, j'ai vu pas mal de critiques. En fait, il est pas dur du tout le parcours, on est bien d'accord là-dessus tous, je pense. J'ai vu le dénivelé avec 41 mm de dénivelé, je crois, alors que d'habitude on tourne tout le temps entre 50 000 et 55 000. Donc c'est un parcours qui est assez facile. Après, il y a quand même des bonnes choses. Euh, J'aime bien l'étape du Stelvio, avec le Stelvio qui vient super tôt, avant beaucoup de vallées, en lendemain de journée de repos. Je pense que si un favori pète dans le Stelvio, on peut avoir une journée folle après derrière, avec plusieurs groupes qui se tirent la bourre sur le plat. Donc c'est une bonne idée pour moi. J'aime bien aussi tout ce qui est l'étape de repas au début pour pouvoir directement voir qui est dans le bain. Les chronos, je suis pas fan des chronos.
Les deux sont assez faciles, donc ça fait un peu redondance. Sinon, il y a quelques bonnes choses comme l'étape 20 aussi, le Monte Grappa, mais globalement, ça manque de haute montagne pour moi. Il y a aucune étape de haute montagne avec vraiment un enchaînement de gros cols. Normalement, il y en a plusieurs sur le Giro, là, il y en a zéro. Donc ça me déçoit vraiment. Et concernant Pogacar, je me demande s'il va vraiment vouloir venir sur un parcours aussi facile, en fait. Je sais pas trop. Ouais, tout ce qui concerne la start list, excusez-moi, etc., on verra plus tard, on en parlera plus tard. Ok. Mais oui, bon, du coup, vous nous avez un peu dépeint ce Giro déjà. Alors, juste, je me mute avec le compte haute, je reprends mon compte normal, j'arrive. Normalement, c'est bon. C'est bon. C'est juste de ne pas faire de retour. Bon, désolé, j'ai essayé de tweeter le lien du Space, de l'ERT, etc. Mais je me suis planté, donc voilà. Bon, finalement, ça s'est bien passé. Donc, bon, j'ai plus ou moins entendu du coup vos interventions, les gars. C'est vrai que on a l'ensemble des difficultés qui sont placées plutôt en troisième semaine. Et moi, j'ai décompté avant cette troisième semaine uniquement 5 étapes où on pouvait faire la différence, dont 2 contre-la-montre. Est-ce que pour vous, les 2 contre-la-montre, ils seront primordiaux, ou est-ce que la troisième semaine permet justement de se rattraper si jamais il y a un problème, un couac dans les 2 premières semaines? Ils seront super importants parce qu'il y a pas mal de kilométrages et qui sont assez plats. Après, c'est quand même bien qu'ils soient avant la troisième semaine, justement. Moi, je déteste quand tu as un chrono à la 21e étape parce que tu sais que les grimpeurs, ils auront jamais assez d'avance, les rouleurs, ils vont attendre. Donc, je préfère toujours qu'ils soient avant la grosse montagne. Donc, un bon point là-dessus. Et voilà, sur leur importance, ils seront forcément importants. Vas-y, Tim. Je suis d'accord avec Thibaut et ce que je rajouterais, c'est que ils seront d'autant plus importants que, comme on a dit, il y a pas de grosse étape de montagne très dure. Donc pour des rouleurs qui passeraient un peu moins bien la haute montagne, c'est vrai que, enfin, ça pourrait leur donner un avantage plus ou moins décisif. Surtout que, bon, j'imagine qu'on parlera des étapes de montagne ensuite, mais dans le profil des étapes de montagne, enfin, je vois pas trop des étapes propices à une course de loin, enfin, à des scénarios de course qui feraient beaucoup d'écart. Donc, vraiment, les chronos seront super importants. Euh, et puis même, enfin, on sait que quand tu prends 2 minutes d'avance sur un chrono, ensuite, tu es en position défensive, c'est aux autres de faire l'effort. Donc, ça compte toujours à la fin, en termes de fraîcheur. Donc, enfin, oui, ce sera très important. Et en plus, le fait qu'il soit tôt dans la course, non seulement c'est bien parce que ça va dynamiser un peu, je pense, les premières étapes de montagne. Et en plus, je sais pas, enfin, ça peut vraiment offrir une ambivalence qu'on en avait un peu il y a 10-15 ans entre les rouleurs, grimpeurs et qu'on n'a plus trop aujourd'hui. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, alors pour tout vous dire, j'ai mis en message du Space enfin en tout cas un compte qui a tracé, enfin en tout cas ou qui a repris, je sais pas, de RCS, tous les tracés des 21 étapes du Giro d'Italia. Je sais aussi qu'il me semble qu'elles étaient disponibles sur le groupe Eto. Thibaut, confirme-moi ça. Mais du coup, on voit quand même un début de Giro qui est quand même assez compliqué, en tout cas les 2 premiers jours, où on peut s'attendre à ce que des punchers prennent le maillot rose dès la première journée, et ensuite l'arrivée directement à Europa. Vous, justement, ces 2 premiers jours-là, vous les trouvez aussi importants que les chronos, ou pour vous, ça se regardera, et on n'aura pas le même départ aussi explosif que sur le dernier Tour de France? Thibaut, je te laisse y aller. Je pense qu'on peut avoir un départ aussi explosif que sur le dernier tour, mais ça aura peu d'importance en termes d'écart, bien sûr. En fait, ce qui est bien au début du grand tour, c'est jamais de voir directement des gros écarts, c'est de pouvoir voir qui est en forme. Et je trouve que ça marche super bien ici avec une première bosse le premier jour, où il n'y aura pas d'attaque, je pense, mais on pourra observer au moins les visages. Ça, en début de grand tour, on est tous friands de ça. Et après, le lendemain, à Europa, là, on aura quelques écarts infimes, mais qui nous permettront déjà de tirer des conclusions hâtives, comme on adore ça. Donc moi, j'aime beaucoup ce grand départ, ouais.
Sinon, je vous ai Des... rajouté tous les Vas-y. profils de Amati Pioraï Ouais. en commentaire. Des... Mince, je voulais rebondir sur le dernier truc que tu as dit, mais du coup, j'ai zappé. Oui, des conclusions hâtives qui s'avèrent généralement fausses. Hein. Tim, toi, les conclusions hâtives, t'aimes ça ou tu préfères attendre, temporiser? Non, moi j'aime bien en général. Je me fais souvent tacler d'ailleurs, mais j'aime bien. Non, mais enfin, moi j'adore les deux premières étapes. La première étape pour moi c'est vraiment banger. Parce qu'en fait c'est hyper ouvert. Ça peut être un puncher, sprinter. Bon, alors le plus vraisemblable reste que ce soit sprint à 30 et Van Aert qui gagne l'étape, mais au moins enfin, il s'ouvre la possibilité de plusieurs scénarios et c'est pareil, à Europa, on aura direct une première bagarre, mais il ne sera pas grand-chose. Mais enfin, moi, j'aime bien quand ça commence d'entrée, quoi. Vraiment, le dernier Tour de France, j'ai vraiment kiffé pour ça. Et, euh, et oui, le deuxième jour, on fera des petites conclusions hâtives, comme d'hab. C'est ce qui fait le charme de X, de Twitter, pardon. Putain, vraiment, c'est catastrophique. Mais oui, franchement, faisons des conclusions hâtives, continuons, c'est trop bien. Ouais, de X ou de Twitter, du coup, tu le dis, tu sais ou tu sais pas? Ah, mais en vrai, c'est catastrophique. Maintenant, je dis tout le temps X, mais tout le monde me reprend et me dit non, Tim, c'est Twitter. Enfin, vraiment, Bah, on moi, va dire je Twitter, dis du une coup. fois l'un, une fois l'autre, du coup. J'ai le cul entre deux chaises, du coup, je sais pas quoi dire. Mais on comprend ce que tu veux dire. Mais oui, c'est vrai que le flow de Twitter, ce qui est bien, c'est qu'on voilà, on peut avoir de l'interaction avec tout le monde. Et, euh, et du coup, bah, ça permet ouais, les conclusions hâtives et de se faire tirer dessus 3 semaines après, de retrouver les tweets et de se faire tirer dessus. Mais, euh, mais voilà, au-delà de ça, après ces 2 étapes un peu compliquées, on aura une étape où on aura des routes blanches à l'étape 6, puis le contre-la-montre étape 7 et étape 8, l'arrivée à Prati d'Itivo. Voilà, là, 3 gros jours en perspective qui s'annoncent aussi importants pour le classement général, je pense, enfin, je pense oui, notamment à ceux qui peuvent passer la haute montagne, mais plus difficilement les chemins blancs ou même les chronos. Enfin, chacun aura un peu son jour sur cet enchaînement-là, même si on finira la semaine un peu plus tranquillement avec Naples et l'arrivée à Kusanomutri. Je sais plus s'il y a l'étape de repos entre-temps. Il me semble pas. Donc Si, je pense que le repos, en général, c'est après la neuvième étape. après la 9, et bah du coup on recommencera la semaine très dure, la deuxième Ouais. semaine. Donc ouais, c'est vrai que ce parcours du Giro, moi je le trouve en tout cas, si on regarde les profils que tu as envoyé, Thibaut, c'est assez. Enfin, il se découpe en plusieurs parties, en fait. On a ces 2 premiers jours qui sont importants, puis ces 3 jours 6, 7 et 8 qui vont aussi être importants, mais pas pour moi, pas cruciaux pour le classement général. L'étape 10, sortie de journée de repos, qui va être dure. Et après, jusqu'à l'étape 14, qui est le contre-la-montre, ouais, ça va être dans un creux, quoi. Enfin, je trouve que, je sais pas si vous avez le même sentiment, mais on dirait qu'ils l'ont un peu cisaillé, ce Giro d'Italia, Thibaut. Ouais, un petit peu avec cette deuxième semaine avec beaucoup de plats. En fait, je trouve que globalement, comme je vais me répétais par rapport à tout à l'heure, mais globalement, il La est première pas aussi a beaucoup de trop plats, hein. mal tracé. Ouais, comme d'habitude. Il est pas trop mal tracé, l'agencement est pas non plus horrible, mais globalement, c'est trop facile, quoi. Ça manque de gros cols sur les arrivées au sommet qui sont toujours un poil trop faciles. Et sinon, ouais, c'est un peu cisaillé, comme tu disais. Après, ça pose pas fondamentalement de problème, hein. On va avoir un petit creux dans la course, mais après, on repartira sans problème. Ok, et toi du coup Tim, justement on parlait tout à l'heure voilà du concentré de difficultés en 3e semaine. On sait que le Giro ils sont friands de ça. Chaque année ils nous le font, mais mais souvent en tout cas ces dernières années on a une course un peu plus fermée que ce qu'on peut trouver sur le Tour de France ou que ce qu'on pouvait trouver il y a quelques années. Je pense notamment à 2017 qui était vraiment banger, ou 2018 même avec Froome, etc. Donc, est-ce que pour toi, Tim, en termes de parcours, les orgas, ils apprennent de leurs erreurs, ou en tout cas de ce qu'on pourrait considérer comme une erreur de concentrer les difficultés en dernière semaine, mais du coup, ça entacherait un peu le spectacle. Est-ce que pour toi, ce parcours 2024, il répond à ça ou pas?
Par exemple, pour comparer enfin, le Giro le plus chiant qu'on a eu, c'est un des éléments qu'on voit cette année. Donc, je vais partir un peu sur la comparaison avec cette année-là. Pour moi, ils ont quand même appris dans le sens où il y a quand même des étapes qui peuvent faire bien plus d'écart tôt dans la course. Cette année, enfin, il y avait quoi? Il y avait Grande Sasso, qui est une arrivée complètement surcotée, je trouve. Enfin, Ouais, c'est pas très dur, quoi, c'est juste l'altitude. Là, on a bon, Europa qui devrait pas faire tant d'écart que ça, mais tu vois, le lendemain du premier chrono qui fait 40 bornes, il y a direct Pratidi Thibaut, qui en général sur Tirreno fait quand même des petits écarts. Et là, vu qu'il y a eu le chrono, vu qu'il y aura eu le chrono la veille, je pense qu'il y en a qui auront des fourmis dans les jambes. Et puis pareil, en deuxième semaine, en fait, le lendemain du chrono, la veille de la journée de repos, il y a l'étape de Livigno, qui est en plus la plus propice à ce qu'il y ait une bagarre qui se déclenche enfin, dans l'avant-dernier col. Donc pour moi, en tout cas, on aura forcément de la bagarre sur ces deux étapes-là. Et du coup, même si c'est pas parfait et que c'est vrai que c'est très, enfin, il y aura pas beaucoup de surprises, je pense, sur les étapes qui feront des écarts ou pas, mais au moins il y aura quand même un peu de bagarre avant cette fameuse troisième semaine. Surtout que, surtout que là, je pense pas que les mecs vont tout miser sur l'étape du Monte Grappa parce que c'est quand même hyper hasardeux de tout miser sur une étape où t'as 30 bandes de descente à la fin, je trouve. Donc, c'est ça. En enfin, fait, même la troisième semaine, elle est pas si folle en termes d'agencement. On a toujours une étape dure et après une étape que les favoris vont considérer comme un peu plus light. L'étape 15 qui arrive avant le jour de repos. Ensuite, l'étape 16 où il peut ne rien se passer, et avec le repos entre-temps. L'étape 17 qui est dure. On enchaîne avec l'étape 18 qui est un sprint, donc les leaders vont pouvoir se mettre la misère sur l'étape 17. Et après, l'étape 19 est assez facile et on finit sur l'étape 20, donc il n'y a pas d'enchaînement hyper costaud qui va focaliser toute l'attention des favoris. C'est pas pareil que cette année. Ouais, mais même du coup, je vois pas de d'étape propice à des attaques, à des, enfin, tu vois, à des de grandes manœuvres, comme on dit. Honnêtement, alors oui, il y a Bon, l'étape si, il y 15 en qui est a quand même. dure. Bah, l'étape 15 peut-être où ça peut L'étape attaquer 15, c'est dans pas pour les le. grandes manœuvres, parce que c'est même si tu attaques Oui, dans mais ça attaque l'avant-dernier là col, dans l'avant-dernier col, ouais, et ça peut il reprendre un reste peu de 20 bornes, temps. quoi. Euh, la seule que je vois qui peut éventuellement ressembler à ça, c'est la 17. Ouais, je suis d'accord. Et après, en fait, la 19, enfin 18-19, c'est, alors je vais pas dire facile parce que bon, nous on n'y arriverait pas. Enfin, en tout cas, on y arriverait mais difficilement. Mais mais c'est pas des, enfin en tout cas, l'étape 19, c'est pas une étape classifiée haute montagne. Il n'y a pas de col infranchissable pour, en tout cas, les sprinteurs qui devront arriver dans les délais. Enfin, il n'y a pas de tout ça. Et du coup, c'est vrai que du coup, peut-être qu'il y a moins de difficultés en cette troisième semaine en termes de difficultés pures, mais du coup, je vois pas trop euh, d'opportunités non plus pour les grands leaders d'attaquer et de faire une Froome 2018, par exemple, team. T'en penses quoi? Comme a dit Thibaut, le Stelvio au lendemain de journée de repos dès les premiers kilomètres, ça peut faire très très mal. Mais il a 80 bornes de pleine ensuite, donc faudra assumer. Ouais, c'est pas pour attaquer, ça. Pour moi, c'est plus pour voir un leader craquer. Et Oui, un mec oui, je qui suis va d'accord. attaquer et faire le truc dans son coin tout seul, ça va être Est-ce que tu compliqué. penses à un certain Belge? Non, pas spécialement, non. Pourquoi? Moi, Non, par c'était exemple, un tir gratuit, hein. Désolé. tu vois, enfin, quand je vois par exemple la défaillance de Remco dans l'Obisque sur la Vuelta, je me dis qu'il peut très bien y avoir un gros leader qui pète pareil dans l'Obisque. Et ensuite, on peut Dans ce avoir une maillot, étape plutôt animée. Après, bon, sur la Vuelta, enfin, il était vite mort, donc l'étape est vite retombée, mais enfin, on imagine qu'il y a une petite poursuite dans la plaine ensuite, ça peut être sympa, même si ce ne sera pas des attaques de leader directement, mais voilà. ouais, ça j'avoue, moi j'ai du mal à y croire, mais bon, pourquoi pas. Après, moi, tout ce que j'espère, c'est que si Pogacar y va, il se prenne 10 minutes sur les chemins blancs, sur une vieille crevaison de merde, comme ça, il va mettre une chiche dans le Stelvio et on va avoir une étape de ouf. Eh ben justement, tu vas, enfin, tu parles de Pogacar. Est-ce que du coup, la dernière question sur ce parcours du Giro, après on ira sur le Tour, est-ce que pour vous le plateau du Giro, on parle de Pogacar, de Wout van Aert, Gaudu a dit qu'il voulait éventuellement le faire. Voilà, on sent qu'il y a quand même eu une émulation autour de ce Giro, que voilà, il y a des coureurs qui ont envie de découvrir autre chose que le Tour de France, parce que la densité du Tour de France était énorme, et ces dernières années en tout cas, et par conséquent, certains ont envie de changer et d'aller sur le Giro. Est-ce que pour vous, le plateau du Giro qui pourrait y avoir l'année prochaine, notamment avec Pogacar et Wout van Aert, entre autres,
peut sauver ce parcours qui n'est pas non plus, enfin, qui nous semble pas le plus adéquat pour faire de grandes manœuvres. Bah, Tim, vas-y, je te laisse continuer. J'ai envie de te dire que tout dépend de Pogacar ou pas. En fait, ça dépend de quoi tu veux parler. Si tu veux parler en termes de suspense, le problème c'est que s'il y a un Pogacar à 100%, ça risque d'être vite, enfin pas vite réglé parce qu'il y a quand même longtemps, il y a quand même deux gros chronos avant la montagne, mais enfin il risque quand même de pas trop y avoir de suspense, notamment en troisième semaine. Après, si tu parles en termes de qualité de densité de plateau, oui, parce qu'en fait, s'il y a que Remco, finalement, ça revient un peu grosso modo à cette année où, enfin, on était tous d'accord pour dire que le plateau était pas si ouf, même s'il y a eu pas mal d'abandons pour le Covid. Après, en fait, je sais, enfin, moi, je vois, enfin, même en termes de spectacle, enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit, par exemple, si Remco et Van Aert, ils sont, ça va être incroyable parce qu'ils sont offensifs. Je pense qu'en en configuration de ce classement général, ils sont, enfin, c'est pas des mecs qui sont très offensifs. Et surtout, s'ils prennent du temps sur les chronos. Donc, par exemple, enfin, inversement, s'il n'y a pas Pogacar et qu'il n'y a que Van Aert et Evenepoel qui mettent 4 minutes à tout le monde sur le chrono et qui seront contents de défendre ensuite, ça peut vite devenir chiant, je pense. Euh, Bah, Van Aert, moi je le vaux bien en Tom Dumoulin 2016 et même 2017, mais plus Arrête, 2016 dans le sens où bah, c'est arrête. son Me premier. vends pas le final de Europa où Van Aert bat tout le monde, s'il te plaît, je suis pas prêt. Alors moi je suis, alors vraiment, j'ai eu une vision, comme on dit. Van Aert à Europa, moi j'y crois. Enfin, je pense qu'il peut en tout cas faire quelque chose. On verra sur le tas. Mais surtout, en fait, Van Aert, ce que j'aimerais dire, c'est que sur les grands tours, c'est un coureur qui, plus les jours passent, plus, enfin, meilleur je le trouve. Alors, ça va peut-être paraître bizarre, mais l'étape du Si, si, Ventoux, ouais, c'est vrai, t'as raison. l'étape du Ventoux, elle arrive alors en milieu de tour et il la gagne en 2021. Et 2022, l'étape d'Otakam, c'est l'avant-dernière étape, quoi. Et déjà, sur ce tour-là, il avait fait un nombre d'efforts incroyable sur l'ensemble du Tour de France. Mais voilà, Van Aert, moi, je pense que à Europa, il peut limiter la casse, voire gagner avec la fraîcheur. Et que après, étant donné que les troisièmes, enfin, que les difficultés arrivent en troisième semaine, ça peut le faire. Toi, Thibaut, Van Aert, il gagne Europa pour toi? Non, aucune chance. Il se fait déjà manger sur les classiques. Sur une montée sèche de pur grimpeur, il va se faire manger encore plus. Après, tu parles de la récup, t'as raison. En 2020, surtout sur le Tour 2020, c'était impressionnant. Il grimpait pas au début, il faisait pas les efforts en montagne. Et au fur et à mesure qu'on arrivait en troisième semaine, il était au niveau des meilleurs grimpeurs quasiment au plateau des Glières. Donc c'est vrai que ça me fait un peu peur pour l'évolution de la course. Après, concernant le plateau, j'ai encore espoir, j'ai encore de l'espoir pour qu'il y ait ni Pogacar ni Evenepoel. Parce que moi j'ai envie de voir les deux sur le tour face à Vingegaard dans les meilleures conditions. Et dans ce cas, s'il y a ni Pogacar ni Evenepoel, on peut avoir un plateau vachement ouvert. Et moi c'est ça que je veux voir, c'est un plateau ouvert avec David Gaudu qui joue au moins le podium. C'est ça que je veux voir. Même si Ouais, le je suis parcours d'accord. est pas idéal pour Gaudu, c'est clair, mais il y a un moment il faut voir autre chose. Ouais, on fera un truc. On a déjà bien parlé la semaine dernière de Groupama FDJ. On fera quelque chose de spécial sur Groupama FDJ aussi, les attentes qu'on a par rapport à 2024. Je pense qu'on aura le temps d'y venir. On a juste, allez, en, en dernier moment là, Capou qui nous dit l'étape des chemins blancs, elle est pas assez difficile pour perdre 10 minutes. Pour perdre 10 minutes. Ouais, Euh, ils sont allés tranquilles, hein. Ils ont mis 3 chemins blancs de 4 bornes. ouais, c'est pas. Ils ont eu un peu peur. Ouais. Oui, il y a moyen que ce soit un sprint à l'arrivée, ouais. Je suis un peu déçu de l'étape des chemins blancs. Bah, après, écoutez, ils en ont mis pour en mettre, mais après, t'avais bien précisé sur une crevaison, donc c'est vrai que, bon, après, je vois pas tout le monde rouler, on n'est pas sur PCM, mais on verra. On verra. Mais donc, du coup, bon, bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce parcours du Giro. On y reviendra un peu en fin d'émission. Donc, c'est le moment pour nous d'avancer et de débriefer le parcours qui est sorti mercredi dernier, celui du Tour de France, celui du Grand Tour qu'on attend le plus chaque année. Euh, alors, je ne sais pas si vous l'avez préparé, les gars, mais est-ce que vous avez un top 3 des meilleures étapes? Thibaut, est-ce que tu as un top 3 des meilleures étapes ou en tout cas des étapes que tu Ouais, attends le plus sur ce Tour de France? ouais, c'est ça. J'ai pas fait un top 3 des meilleures étapes objectivement. J'ai préféré sélectionner les 3 étapes que j'attends le plus. Pour commencer, en troisième, j'ai mis l'étape du Plat d'Adé.
où on enchaîne Tourmalet, Ourcade d'Incisan et Plat d'Adé. C'est un super enchaînement, franchement. Le col le plus dur, le Tourmalet en entrée. Donc après 70 bornes de plat, je crois. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Et après, on enchaîne sur la Ourquette, qui est assez facile. Juste, celle-là, c'est la spéciale Gounou, ça. Mais nous mettre 80 bandes de plat pour après nous mettre 3 cols de fou, J'ai ça l'impression que dans c'est les Pyrénées, ils font que ça à chaque fois dans les c'est Pyrénées. fou. Bon, bref, vas-y, retourne-y. Après, la Ourquette, c'est pas mal parce que c'est assez facile. Donc, si un mec attaque dans le Tourmalet, il arrive à retrouver des équipiers dans la Ourquette, bah, il peut creuser des écarts parce que c'est assez facile. Et enfin, Plat d'Adé qui est vraiment dur. T'as 5 bornes à 10% dès le pied. Donc là, au moins, t'es sûr que tu peux pas te cacher. Bref, vraie étape de montagne, bien tracée, pas mal. Après, en deuxième, j'ai mis l'étape de la Couillole. On enchaîne Brosse, Turini, Colmiane et Couillole. Elle est super parce qu'il n'y a pas un mètre de plat, quasiment pas, en 20e étape. Moi, je l'attends beaucoup parce que il peut se passer beaucoup de choses. On va me dire, non, c'est un peu trop classique parce que c'est que des montées et des descentes. Il y a pas de, c'est que des longs cols pas très raides et des longues descentes. Mais en fait, pas forcément parce que la descente du Turini, par exemple, elle est très piégeuse. Si un Vingegaard chute là ou est en difficulté. Après, on a de la vallée à 3% pour monter vers la Colmiane. Si on a des équipiers pour rouler, on peut creuser. Mais il peut se passer plein de choses sur cette étape. Mais elle reste quand même difficile si jamais le plus fort est pas en jaune à ce moment-là. Et enfin, en étape que j'attends le plus, j'ai mis l'étape d'Isola 2000. Bon, ça, c'est un peu perso parce qu'il retourne à la Bonnette, qui est un col que j'adore, que j'ai fait il y a 3 semaines. Donc je suis super content qu'ils aillent là-haut. Et après, la Lombarde, c'est pas mal aussi. Et toi, Tim, est-ce que tu as un top 3 en tout cas des étapes que tu attends plus que d'autres? Moi, du coup, j'ai préparé le top 3 de mes étapes préférées. Donc, enfin, parce que, bon, il y en a, en troisième, j'ai mis l'étape de Barcelonnette. Alors, bon, je l'attends pas particulièrement, parce que je pense que ça va être, enfin, ça va être échappé derrière Rompiche, mais, enfin, je sais pas, je la trouve hyper intéressante. C'est ouvert, et alors, autant il y a 2 ans, j'avais mais assassiné Gouvenou, qui nous avait fait un ignoble Morzine-Megève sans aucun col. Autant là, je sais pas, je trouve, enfin. Je sais pas, j'aime bien l'étape. Après, donc ce serait l'échappée et rompie derrière, mais je pense que ça peut donner un scénario hyper intéressant. Et après, mon deuxième, Alors c'est, attends, mais Barcelonnette, du coup, c'est Gap Barcelonnette, c'est ça? il me semble, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. la Ok. 18e, ouais. Elle est Ouais, bien, elle est pas mal. ouais, ouais, je Mm. suis d'accord avec toi là-dessus. Mais vas-y, continue. Après, en deux, j'ai mis bon, la première étape. Vraiment, pour moi, c'est banger. Genre, en fait, l'enchaînement des 3 derniers cols, je trouve, il est incroyable. C'est juste dommage qu'il y ait 17 pentes de plat à la fin. Je sais pas s'ils étaient obligés d'arriver là ou s'ils font ça pour Pantani, tu sais, mais je trouve ça limite dommage qu'il y ait les 17 bandes de plat à la fin parce que, enfin, je pense que ça peut un peu tuer toutes les offensives, mais je me dis, c'est 200 bornes. Si jamais, et j'espère que, parce que cette année, j'étais hyper déçu au départ de la première étape de voir aussi peu de batailles pour l'échapper. Et vraiment, 200 bornes, c'est long à contrôler. Si jamais vraiment au début c'est un bordel, je me dis, genre, déjà, il peut y avoir une surprise, genre, je sais pas, ça peut être une échappée hyper costaud qui peut sortir et puis derrière, même dans les dernières montées, enfin, je pense qu'on peut vraiment avoir des surprises en fait. Euh, Enfin, vraiment, j'attends beaucoup cette étape parce que l'enchaînement des 3 dernières difficultés où c'est la plus dure en premier et ensuite deux un peu plus faciles en mode décrescendo. Enfin, j'aime bien. Donc, enfin, j'attends vraiment beaucoup cette première étape et enfin, c'est difficile de dire quel profil de coureur ça va avantager en fait. Donc, enfin, puis c'est pareil. Enfin, après, ça dépend du coup de comment vient Pogacar, dans quel état de forme, dans quel objectif. Enfin, tu vois, enfin, parce que sur un tel profil, le favori logique, de beaucoup, ce serait Van Aert. Mais est-ce que Jumbo est prêt à contrôler 200 bornes dès la première étape du Tour? Je suis pas sûr. Donc, enfin, je pense que ça peut être vraiment très cool comme étape à suivre. Donc voilà, donc c'est ma deuxième. Et puis, bah, sur ma première, bah, je rejoins Thibaut, l'étape d'Isola 2000. Je pense que ça va être un très très grand moment. La Bonnette, moi, j'ai jamais vu sur le tour, donc hâte de voir ça. Et même si après, bon, un regret, c'est que Isola 2000, ça a l'air un peu facile, mais là, c'est pareil, en fait, les gros pourcentages sont au pied, donc enfin, ça encourage à refoutre le bordel dès le pied si jamais il n'y a pas eu d'écart avant et qu'on ait une dernière montée qui soit un peu haletante, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est mon top 3.
Je reviens Ok, sur l'étape 1. Je suis vas-y, hein. d'accord avec toi quand tu dis qu'elle est super bien tracée et tout. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal à imaginer un super scénario avec une grosse échappée ou quoi sur une première étape du tour. Ouais, Je c'est sais pas d'accord. pourquoi, mais ça me paraît vachement improbable. On n'a jamais ça. Première étape du tour, pour moi, c'est toujours quelques mecs de Pro Conti qui attaquent et on se fait chier derrière et après ça attaque éventuellement dans la dernière bosse quand même. Donc du coup, elle est super, mais en première étape du tour, j'ai du mal à avoir beaucoup d'attentes. Bah, pour tout vous dire, moi, cette première étape du Tour, je pense que c'est l'étape la mieux tracée de l'ensemble du Tour de France. Parce que, en fait, ce que je trouve dommage sur ce Tour de France, c'est qu'on a beaucoup d'étapes de haute montagne, mais peu d'étapes de moyenne montagne. On l'avait vu sur le Giro 2022, celui que Hindley gagne, c'est 2022. Il avait fait rouler son équipe à 60 bornes de l'arrivée sur une étape un peu comme ça, un peu casse-patte, et ça avait fait d'énormes dégâts. Et pour moi, c'est ces étapes-là qui généralement génèrent en tout cas le plus de spectacles. Et dans le sens où ça fait 2 ans de suite qu'on voit que Vingegaard, dès que ça monte un peu longtemps au-dessus de 10 bornes, des bornes au-dessus enfin des cols pardon, au-dessus de 10 bornes, bah c'est le plus fort et il y a rien à faire. Pogacar, il peut tout essayer, il y a rien à faire. Et du coup, je déplore un peu le fait que bah, elle soit placée en si tôt en fait dans le tour et qu'on retrouve pas d'étapes similaires par la suite. Parce que justement, Pladadès, c'est 3 cols de fou à la fin, comme tu l'as dit Thibaut. Le plateau de Bay, c'est une étape à 5000 mètres de D+. Euh, et après, on arrive sur les étapes de fin de tour où justement Isola 2000, Barcelonnette. Non, pas Barcelonnette, la Bonnette. Je les confonds à chaque fois, c'est horrible. Et la dernière étape autour de Nice, voilà, c'est des cols plus longs. Et du coup, je pense que bah du coup ça avantage vachement Vingegaard. Du coup, bah moi j'aimerais mettre aussi cette étape-là dans la première, en tout cas celle de Rimini, dans mon top 3. Puis en plus on arrive à Rimini, le clin d'œil à Pantani, tout ça. Enfin voilà, je trouve que qu'elle a de la gueule cette étape dans tous les sens du terme. On a ensuite l'arrivée à 3 que vous n'avez pas cité, mais que moi j'aimerais mettre parce que on a encore une fois eu un portage de couilles de la part des organisateurs du tour qui nous décident de nous mettre des chemins blancs. Alors, j'ai vu des photos, je sais pas si ça sera des chemins comme sur l'Estradé. J'ai pas l'impression que ça soit des chemins comme sur Paris Tour, j'ai l'impression que c'est un peu un entre-deux. Je sais pas si vous avez vu les mêmes photos que moi. Ouais, j'ai vu, Ouais, c'est caillouteux un peu, mais plutôt propre. ouais, je suis d'accord, c'est vraiment l'entre-deux entre Paris-Tour et l'Estradé, ouais, je suis totalement d'accord. Du coup, j'espère que ça fera des différences. Peut-être, voilà, comme tu disais tout à l'heure, une ou deux crevaisons qui peuvent un peu rabattre les cartes. On se souvient notamment de la crevaison de Vingegaard sur les pavés, ça peut être un grand moment. Et après, je retrouve pas d'étapes qui me font vraiment plaisir, sauf peut-être Barcelonnette. Mais je pense pas malheureusement que ça sera une étape où les favoris vont se tirer la bourre. Et par conséquent, ça me dérange un peu. Mais en tout cas, sur le profil qu'on a, il y a quand même 3000 mètres de dénivelé positif, 180 km de distance. Il y a quand même moyen de faire un beau bordel. Donc voilà, moi, c'est un peu mon top 3 Moi, je vais quand de même faire un clin de d'œil ces étapes. à l'étape 11 du Luran. Tu disais qu'il n'y avait pas assez d'étapes de moyenne montagne, mais pour moi, Le elle est Luron, en bien fait, plus c'est trop difficile simple. elle est bien plus difficile que Rimini, hein. Tu mets Rimini à l'étape 11, il se passe pas grand-chose. Vingegaard va pas craquer sur cette borne à 4%. Par contre, au Luran, là, il est super difficile. En fait, Ah, le Lioran, je vois moins de possibilités de foutre le bordel que sur l'étape de Rimini. Le Lioran, Ouais, t'abuses. c'est Néron au début. Bah, en fait, Néron et pas de Pérol, c'est là où tu pourrais faire vraiment des Bah grosses ouais, justement, différences. ils sont placés un Mais peu loin de l'arrivée, à ouais, mais à 40 30 bornes. bornes, justement. Et pour Bah moi, ouais. bah, c'est limite un peu trop loin, tu vois. Il aurait fallu que. Non, ça descend, après ça remonte, il n'y a pas de plat. Faut foutre le bordel direct dans le pas de Pérol, là, ou même dans le Néron Bah, direct, tu fais en rouler. fait, pour moi, en fait, surtout ce qui annihilie tout ça, c'est le dernier col de fond de serre, en fait. La fin, en fait, elle avantage trop un groupe. Non, c'est 3 bornes à 6%, ça passe bien, ça. Et ça avantage trop un groupe. Genre, Moi, j'ai trop là, hâte de quand voir. tu vois Van Hooijdonk, Laporte, le niveau qu'ils peuvent avoir sur 150 bornes derrière des purs grimpeurs, honnêtement, Non, mais ils pour seront moi, plus ça là, avantage Van trop. Hooijdonk. Si Pogacar a fait Oui, péter mais tu tout, m'as compris. s'il a fait rouler eux dans le col de Néron, Van Hooijdonk, il sera plus là. Non, mais oui, Van Hooijdonk sera plus là, mais ils auront toujours un gars, Enfin, tu vois, d'ailleurs, qui sera il est là et qui. retraité, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, heureusement que. Bref, je vais pas aller plus loin, mais on espère qu'il va bien. Mais pour moi, enfin, il y a toujours un gars de Jumbo ou même, tu sais, des mecs qui vont protéger la cinquième place.
qui vont rouler dans ce dernier col. Et pour moi, ça lui donne pas en tout cas la, la puissance qu'elle pourrait avoir cette étape. Je trouve que voilà, le final, il va faire que cette étape sera galvaudée alors qu'elle aurait pu avoir un Mais du potentiel coup, de fou. t'aurais préféré que les cols finaux soient plus durs, c'est ça? Bah, je sais pas, mais pas. En fait, là, pour moi, en fait, c'est juste que ça avantage trop un groupe. Tu vois? Bon, je trouve pas, c'est des petites routes dans le Massif central. Moi, je trouve Écoute, ça on va. verra, hein. Peut-être que ça me donnera tort et j'espère, d'ailleurs. Je Mais pense que si un et je repense notamment à l'étape des Bora à Turin l'an dernier sur le Giro. Si une équipe se met notamment, c'est là où on va venir après, j'imagine sur les chronos, mais si notamment un mec a déjà perdu du temps, s'il met deux trois mecs dans l'échappée qui font tout péter dans Néron puis Marie et derrière il retombe sur des mecs qui sont sur des équipiers qui sont devant, je pense que ça peut être intéressant comme scénario. Sachant que, enfin, bon, le Puy-Marie, ça fera forcément des dégâts, surtout s'il fait chaud. On l'avait vu en 2020, on l'avait vu même en 2016 où l'étape finale avait fait pchit, mais dans le Puy-Marie, les Movistar avaient roulé et vraiment ça avait pété de partout. Mais en plus, même, je crois, le col du Pertus, après, c'est quand même assez dur. En fait, il y a juste entre le col du Pertus et l'arrivée où c'est un peu plus facile, mais tu vois, si tu retombes sur les équipiers. Je pense qu'il y a moyen de tenir tête à un peloton et même, enfin, si tu fais tout péter dans le Puy-Marie, il y aura plus de peloton derrière, enfin, ce sera le bordel. Donc, Mais ouais, pour moi, même sans équipier, il n'y a pas de vallée. Et même le Pertus, c'est super dur. T'as ouais, le un Pertus, replat au c'est dur. milieu. Mais en Ouais, fait, ouais. c'est du 9-10% tout le long. C'est hyper dur. Et après, si c'est désorganisé parce qu'il y a vraiment le bordel, c'est la bagarre jusqu'à l'arrivée. Ouais, mais ouais. Bon, écoutez, on verra, hein. C'est vrai qu'elle a du potentiel. On espère qu'elle pourra l'exploiter. Mais pour moi, en fait, sur cette étape, pour exploiter le potentiel de cette étape, t'es tributaire de Pogacar. Si à Pogacar, il est capable de mettre une attaque tôt, sinon, je vois pas forcément de gars capable de mettre d'attaque si tôt que ça. Je sais pas, vous vous envoyez un peut-être? Non, je sais pas. Mais en tout cas, je suis content qu'on ait parlé de cette étape. Ouais, ouais, non, mais c'était important de revenir dessus. Du coup, on va ensuite se projeter un peu sur la fin et, et parler du dernier contre-la-montre au Tour de Nice, avec ce col de la Turbie, 8 km à 5,6%, puis le col d'Aise, où on a 1,5 km à plus de 8%, sachant que bon, sur le dernier kilomètre, il est à plus de 10%, donc il est en deux étapes, ce col d'Aise. Pour vous, pour toi, Tim, en tout cas, est-ce que ce contre-la-montre final de 30 km va, comme sur le Giro, le dernier Giro avec le Monte Luzzari, inhiber toutes les attaques auparavant? Est-ce que pour toi, ce Tour de France peut avoir à peu près le même scénario que le Giro d'Italie 2023, du fait de son dernier contre-la-montre très dur, une nouvelle fois? Euh, voilà, Tim, toi, tu vois ça. hmm, non, enfin, je pense pas. J'ai vu cette thèse Est-ce que pas pour mal. toi, par exemple, du coup, des gars vont attaquer dans le col de la Bonnette, Isola 2000 ou même la veille avec l'étape avec les quatre cols de fou là autour de Nice, malgré ce dernier contre-la-montre? Alors la bonnette pour moi c'est sûr. La bonnette pour moi c'est quasi sûr et j'ai même, enfin, je pense, la bonnette, je pense, c'est sûr en fait que qu'il y a des mecs qui vont tenter et que, même je pense la bonnette, c'est quasi sûr qu'un mec comme Vingegaard va vouloir tout faire péter quoi. Enfin, pour moi la bonnette c'est bien trop haut et bien trop dur et plus Isola 2000 derrière pour pas tenter de trucs. Là où je suis un peu plus réservé, c'est l'étape de la Couillole où en effet je pense que ça va se résumer à une course de côte. Enfin, même si j'ai entendu dire que la descente du Turini était dure. Enfin, je pense pas qu'il y aura forcément, enfin, il y aura beaucoup d'attaques, notamment la montée de la Colmiane de ce côté-là, c'est vraiment, enfin, il me semble que c'est longtemps à 3-4%. Après, je connais pas par cœur, donc je suis pas sûr, mais, enfin, c'est pas non plus très dur. Donc, je pense que la Couillole sera une vraie course de côte. Par contre, Isola 2000, ça va être un bordel. Et pour revenir sur le côté, est-ce que le chrono va bloquer la course? Faut aussi dire que sur le Giro de cette année, il y avait quand même une, on va dire, il y a eu un enchaînement de circonstances qui ont favorisé ça. C'est-à-dire que déjà les étapes de montagne, moi j'ai trouvé tracé avec le FIAC, honnêtement. C'est-à-dire que par exemple les Trecce Midi Lavaredo où t'enchaînes trois cols, mais où, enfin, tu finis par-ci où il y a trois bornes à 14%. Enfin, forcément, il se passerait rien avant. Et en plus, quand tu vois les leaders qui étaient, bon, j'ai rien contre Almeida, Thomas et Roglic, mais ça n'a jamais été les mecs avec le plus de panache. Le tour, déjà, il y a plus d'enjeux. Les mecs, enfin.
enfin, tu vois, par exemple, t'auras forcément des mecs, enfin, tu vois, sur le tour, je pense que le mec qui est, par exemple, 9e au général, il va plus essayer d'attaquer pour grappiller 2 places, même si c'est pour passer de 9e à 7e que sur le Giro, tu vois. Enfin, je sais pas, je trouve sur le tour, il y a tellement plus d'enjeux et chaque place est tellement symbolique que je vois pas une course bloquée, comme sur le Giro, j'avoue. Voilà. Donc, et puis en plus, enfin, comme je l'ai dit, normalement, on devrait vraiment avoir des leaders avec un peu plus de panache que sur le dernier Giro, où c'était vraiment la collection des mecs enfin, qui attaquent pas, quoi. Garen Thomas, j'aime beaucoup ce mec, mais j'aime pas du tout le coureur. Enfin, voilà. Là où je te rejoins pas trop, c'est que sur le tour, justement, c'est là où on voit le plus, enfin, où les coureurs défendent leur place plutôt que essayer d'aller en grappiller, au lieu de regarder devant, plutôt ils regardent plutôt derrière. Moi, là, c'est là-dessus, je te rejoins pas trop. Thibaut, toi, vas-y, dis-nous par rapport à ce dernier contre la montre, ce que tu en penses, est-ce que ça cadenassera la course? Je pense pas non plus, je rejoins Tim. En fait, pour moi, sur le Giro, Roglic et Thomas, notamment, ont signé un contrat, bon, pas officiel, hein, mais dans leur tête, ils ont signé un contrat pour dire, OK, on va se décider du vainqueur sur le dernier chrono. Pendant toute la troisième semaine, ils attendaient que ça. Et là, sur le tour, je vois pas comment ça peut se passer de la même manière. Qui va vouloir signer un contrat avec Vingegaard en se disant, bon, on verra avec Vingegaard sur le dernier chrono? Personne. Il a tellement démarré tout le monde à Combloux qu'il y a personne qui va se dire, bah, de toute façon, j'attends Combloux, je verrai avec Vingegaard à ce moment-là. Le seul qui peut attendre le chrono en se disant, on verra, c'est Vingegaard. Et maintenant, tous les autres ont intérêt à attaquer. Même Pogacar, je pense il va être tellement traumatisé par Combloux que s'il arrive dans le temps de Vingegaard à Monaco, il sera pas bien. Donc pour moi, ça peut pas se passer comme ça, comme sur le Giro. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que là-dessus, je suis assez d'accord. Mais du coup, oui. Comme je disais tout à l'heure, moi, pour moi, les étapes précédentes, elles avantagent trop Vingegaard. C'est des longs cols assez réguliers. Je trouve ça un peu dommage. Enfin bon, c'est c'est Ouais, mais vrai que ça après, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Vingegaard, il est au-dessus du lot, il est au-dessus du lot, hein. Tu traces oui, un non, mais ça parcours. c'est sûr, ça c'est sûr. Mais Et ouais. mais le truc c'est qu'en fait, est-ce que, enfin, aussi la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'on a vu que les 3, 4 derniers jours étaient hyper durs. Euh, mais est-ce que du coup on va réellement avoir des attaques par rapport à ce dernier contre la montre? On parlait autour de la 10e place. Est-ce que pour vous ça va vraiment attaquer aux alentours, aller entre 5 et 10 en regardant devant? Euh, sur ce dernier, justement, sur ces 3, 4 derniers jours, alors qu'il y a ce contre-la-montre hyper dur en fin de Tour de France. Est-ce que pour vous, même au-delà de Vingegaard Pogacar, est-ce que derrière, entre 5 et 10 ça peut se taper justement à ces endroits-là, ou est-ce que ça va juste subir les attaques de Pogacar et de Vingegaard Team? Bah, enfin, je pense qu'on peut avoir le scénario. Après, je pense qu'on peut avoir le scénario habituel, tu sais, des mecs qui sont fond de top 10 ou début top 15 et qui essayent de prendre l'échappée, tu vois, pour, euh, pour gratter des places. Et du coup, des débuts Ouais, d'étape. du coup, c'est pas vraiment une vraie baston, du coup, Oui, je suis aussi. d'accord, mais du coup, des débuts d'étape un peu bordéliques. Et au final, du coup, avec la course d'usure, enfin. Au final, une course qui pète, et même si après, une fois que l'échappée est partie, ça attend jusqu'au dernier col, bah, t'auras une course d'usure, et du coup, il suffira de pas grand-chose pour que ça pète. Donc, je sais pas, mais enfin, vraiment, pour moi, l'étape d'Isola 2000, elle est beaucoup trop belle pour qu'il se passe rien. Enfin, je vois Pour pas moi, un monde où il se passe rien sur l'étape d'Isola 2000, quoi. Et voilà. pour moi, ça dépend pas du parcours, tout ça. Ça dépend vraiment de la configuration de la course, donc on verra le moment venu. Mais en tout cas, Oui, le c'est sûr. parcours, il a le mérite de proposer une diversité qui permet que tout soit possible. Sur le parcours, il n'y a pas de truc qui est impossible, en tout cas. Ouais, ça, je suis assez d'accord avec vous. Il y a beaucoup de. C'est vrai que Gouvenou, enfin, en tout cas, cette année, les organisateurs du Tour de France, ils ont offert un panel de possibilités assez important. Je regardais là les dernières étapes. Donc, tu as Isola 2000 qui est une grosse arrivée en montagne. Enfin, les deux dernières étapes avec Isola 2000 et la Couilleule qui sont vraiment deux grosses arrivées. Barcelonnette qui peut être plus punchy, plus incertain. Super dévolu.
ou bon, même si ça devrait être une échappée ou un truc comme ça, avec le col du Noyer avant, ça peut aussi, voilà, ça peut aussi démarrer de là. Voilà, c'est différents types de coureurs qui seront mis à chaque fois sur le devant de la scène et ça peut être sympa. C'est vrai, je suis assez d'accord avec vous. Donc du coup, pour vous, les 5 derniers jours, ils sont pas trop durs. Enfin, en tout cas, ils canasseront pas la course. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis aussi sur le fait qu'on finisse par un contre-la-montre, juste sur le contre-la-montre placé à l'étape 21. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou plutôt vous auriez préféré avoir une dernière étape comme le col de la Couilleule, par exemple? Alors après, un Tour de France qui finit en haut de la Couilleule, bon, un peu bizarre, mais euh, est-ce que vous auriez voilà, aimé avoir une super étape autour de Nice, comme on le voit sur Paris-Nice en finissant sur, par exemple sur la promenade des Anglais, ou alors ce contre-la-montre vous va très bien, Thibaut, toi, ce contre-la-montre en dernier jour, t'en penses quoi? Je suis jamais fan des chronos en dernier jour, mais là, dans le contexte, je préfère qu'on ait ça plutôt qu'une étape de montagne sur la 21e étape. Je sais pas trop comment ça serait pour nous de vivre une arrivée du tour, vraiment la fin, au sommet d'un col. Vraiment, t'es dans l'action et hop, c'est fini. Ça ferait un peu bizarre. Le chrono, ça permet de mettre un peu une transition, même si la course a encore lieu, de faire une espèce de transition. Et puis ça permet aussi de mettre en valeur la ville de Nice comme il faut. Je trouve que c'est dans le contexte de finir à Nice, c'est mieux de finir avec un chrono. Après, on fait des belles étapes, des belles dernières étapes de Paris-Nice, on l'a vu ces dernières années. Là, je me souviens d'attaques, etc., dans la Côte de Peille et notamment dans le col d'Aise, on l'a encore vu avec Pogacar à Nice, là, en mars. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça en finissant justement sur la promenade des Anglais avec une belle étape et du coup sans lendemain et sans repenser à Ouais. est-ce que je vais me fatiguer pour demain? Je pense que ça aurait fait beaucoup d'étapes en ligne à la suite, en moyenne ou haute montagne. En fait, Gouvenou, il a voulu mettre en avant les Alpes du Replacer le Sud. chrono, non? Je sais pas. En tout cas, il a voulu mettre en valeur les Alpes du Sud parce que il peut rarement le faire quand ça arrive à Paris, parce que logistiquement, c'est compliqué les Alpes du Sud en termes d'accessibilité. Donc là, il s'est dit, arrivé à Nice, on va faire les Alpes du Sud. Et si tu mettais pas un chrono à la fin, ça veut dire que tu mets une étape de montagne, enfin tu mets une étape de moyenne montagne pour finir. Ça fait une étape en moins dans les Alpes du Sud comme la Bonnette, à ce niveau géographique-là. Donc je pense que moi, enfin moi perso, ça me convient très bien le chrono en 21e étape, dans ce contexte. Toi, Tim, est-ce que t'as un avis justement là-dessus sur cette dernière étape contre la montre, du coup, qu'on n'avait pas eu depuis 89, hein, au mauvais souvenir de Laurent Fignon. Euh, Toi, justement, le contre la montre en dernière étape, pour ou contre? Moi, je trouve ça très bien. Après, c'est vrai qu'on a tous un peu ce fantasme, enfin, pas fantasme, mais le dernier chrono du tour, qui a fini le tour, comme tu dis, c'était 89, et on a tous en tête l'arrivée de ouf avec les 8 secondes. Donc, enfin, je pense déjà que Gouvenou et les mecs qui ont fait le parcours ont quand même eu ces échos-là. Enfin, ça revenait pas mal quand même la volonté d'avoir un chrono sur les Champs-Élysées ces derniers temps. Donc, je pense ils se sont dit que là, c'était l'occasion. Euh, Après, je pense que déjà logistiquement faire enfin après c'est parce que tu évoques en premier, mais par exemple faire une arrivée au sommet, une arrivée finale au sommet, je pense que logistiquement c'est impossible. Donc là la question elle est vite réglée. Et après, je pense que une étape type dernière étape de Paris-Nice, déjà je pense que ça fonctionne sur Paris-Nice parce que les écarts sont tout le temps faibles, notamment les années où Contador foutait le bordel dans le pays là, mais sur un tour où le plus probable reste qu'il y ait déjà des gros écarts en arrivant sur cette dernière étape. Enfin, je suis pas certain que ça aurait marché, ça aurait même peut-être fait juste un gros beat quoi. Donc voilà, et puis je suis pas convaincu, je suis pas con- dans l'ADN du tour en fait, il me semble, je suis pas spécialiste de d'histoire, mais il me semble qu'on a toujours fini soit sur du plat, soit sur un chrono, et je pense que c'était pas trop concevable dans l'idée des orgas de terminer sur une étape de montagne ou de moyenne montagne. Voilà, mais surtout, je pense que, au bout de 3 semaines, je pense qu'une étape Nice-Nice avec l'enchaînement Pays-Couilleul, comme on voit sur Paris-Nice, ça n'aurait pas marché. Et en plus, moi, au-delà de ça, je suis très content de voir ce chrono qui part de Monaco en plus, parce que je trouve que, grosso modo, le parcours, c'est quand même ASO et avec le tour féminin en plus, c'est quand même ASO qui fait de la grosse pub pour ses autres courses, entre toutes les arrivées qui sont prises de Paris-Nice, le truc de l'arrivée à Super Dévoluy, qui est un remake du Dauphiné, enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité.
Et du coup, je suis bien content qu'ils nous pondent pas une dernière étape exactement au copier-coller de Paris-Nice et qu'ils nous pondent un truc où on part de Monaco. Enfin, c'est un peu original, donc j'aime bien. Et je pense que dans tous les cas, ça aurait été mieux qu'une étape Nice-Nice accidentée. Voilà. Ok, bah ça a le mérite d'être clair. Et oui, c'est vrai qu'en écoutant vos arguments, c'est quelque chose qui se vaut, enfin en tout cas qui s'entend. Et pour les étapes en montagne, il me semble pas, puisqu'on a toujours fini à Paris, il me semble. Donc du coup, Oui, oui, c'est la première fois que le Tour arrive hors de Paris. ouais, voilà. Et depuis 75, c'est la première fois qu'ils arrivent hors des champs. Donc, euh, donc voilà, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Enfin, en tout cas, vos arguments sont valables, corrects. Je pense on peut les valider et que Gouvenou les validera, même s'il n'est pas là. Sinon, donc du coup, on va en comparant un peu les deux parcours du Tour, du Giro. Voilà, on le disait, certains ont envie d'aller sur le Giro, d'autres ont envie de découvrir le Tour aussi. On a vu notamment chez UAE, là, ça risque d'être un peu l'embouteillage. Euh, on a quand même deux parcours assez similaires. On a deux premiers jours à chaque fois difficiles. L'arrivée à Rimini du côté du Tour de France, l'arrivée à, je sais plus où il est exactement le départ. Je vais vous dire ça dans une seconde. C'est à Turin pour le Giro. On a chaque fois des chemins blancs et on a aussi un nombre de kilomètres de contre-la-montre assez proche, 60 pour le Tour de France, 68 pour le Giro d'Italia, sachant qu'à chaque fois on a un contre-la-montre assez facile, plat, et un contre-la-montre assez plutôt dur, en tout cas avec ce contre-la-montre de Nice et celui juste après non, celui en deuxième semaine du Giro. Non, c'est en première semaine, pardon. Celui qui arrive à Perugia, où voilà, il finit sur une côte assez dure allez, il y a 5 bornes, peut-être un peu plus. Euh, voilà. Est-ce que ces deux parcours, vous les trouvez plutôt similaires? En tout cas, on peut observer des similitudes, mais est-ce que pour vous, bah, du coup, c'est deux parcours qui se ressemblent? Tim, je vais te laisser enchaîner là-dessus. Est-ce que pour toi, c'est deux parcours qui se ressemblent et qui sont qu'on peut mettre, en tout cas qu'on peut comparer? Euh, le Tour est quand même beaucoup plus équilibré en termes de... Enfin, je pense, en termes de montagne, c'est quand même un peu plus équilibré, je trouve. Et voilà, et puis tu parles des chronos, moi je trouve qu'en termes de chronos, vraiment, les deux n'ont rien à voir en fait. C'est-à-dire que, enfin, je l'ai déjà dit sur Twitter, du coup, mais enfin, le fait que le chrono du Tour de France en première semaine fasse que 25 kilomètres, honnêtement, je trouve ça assez honteux. Genre, enfin, on a déjà eu une année, cette année où vraiment les chronos, le chrono cette année, c'était vraiment le summum du ridicule. Mais là, enfin, en fait, je vois tout le monde dire oh, c'est le plus haut total de contre-la-montre depuis 2021, sauf que 2021, c'était 67 kilomètres, je crois, de vrais chronos, quoi. Genre, c'était des vrais chronos pour purs spécialistes. Là, le dernier chrono, c'est en troisième semaine, t'as la montée sur la Turbie, enfin, c'est quand même assez escarpé, donc grosso modo, je pense que le top 10 de l'étape devrait pas être loin du top 10 du général, plus ou moins Van Aert, voire Cavagna, qui est très fort sur ce genre de chrono-là sur le tour, bref. Mais enfin vraiment, enfin bref, donc vous juste, enfin moi je trouve ça honteux de pas avoir mis enfin vraiment j'aurais mis un bon 50 bornes en première semaine, surtout que les candidats à la victoire sur le Tour qui sont Vingegaard, Roglic, plus ou moins Pogačar et Remco sont quand même d'un niveau plus ou moins similaire en chrono, sauf peut-être Remco qui est une classe au-dessus des autres, mais et du coup ça aurait permis de faire des écarts et potentiellement de dynamiser la suite. Bref, mais du coup, enfin, je trouve les deux n'ont rien à voir dans le sens où enfin, au final sur le Tour, je pense que t'as vraiment 25 bandes de vrais chronos, alors que sur le Giro, tu auras vraiment deux chronos qui, je pense, favorisent les spécialistes. Et je pense que genre sur un chrono comme ça de 40 bandes en première semaine, le fait qu'il y ait une côte à la fin, en fait, ça favorise plus les, enfin, je sais pas, je pense que ça favorise plus les rouleurs qu'autre chose. Après, il y a un côté gestion de l'effort qui rentre en compte, mais enfin, je pense quand enfin, je sais pas, moi je trouve que quand t'as une petite bosse comme ça, surtout que je pense pas que ce soit enfin, je pense que ça doit être genre 5 bornes à 5%, quoi. Ouais, elle est J'ai assez l'impression, en facile. fait, j'ai l'impression à chaque fois, quand t'as une bosse facile comme ça, genre ça accentue au final les écarts entre les meilleurs rouleurs et les moins bons rouleurs, parce que, je sais pas, peut-être les moins bons rouleurs, ils dépensent plus d'énergie sur le plat ou quoi. Donc du coup, je pense vraiment, le Giro, c'est vraiment quasiment 70 bornes de chrono pour vraiment spécialistes, où du coup, les gros rouleurs pourront vraiment prendre beaucoup d'avance.
Là où sur le Tour, t'as un chrono, enfin, qui vraiment va rien changer au début et un chrono à la fin qui va, j'espère, changer des trucs. Ce serait bien, mais qui au final enfin, est quand même pour les mecs du général. Donc, enfin voilà, je trouve sur ce point-là, en tout cas, ils se ressemblent pas du tout. Et après sur la montagne, enfin, je trouve le parcours du Tour offre quand même plus d'opportunités, et notamment varie un peu plus. Là où les étapes du Giro, je trouve, en fait, enfin, sur le Giro, Ah, c'est tu un peu peux le dire, hein, le Giro il est tracé un peu avec le cul, hein. bah en fait enfin j'ai regardé les détails des ascensions il y a ce week-end du coup pour préparer un peu le space et en fait c'est que les ascensions genre où t'as genre le pied à 5-6% et t'as les deux dernières bandes à 9%. Enfin vraiment c'est enfin je comprends pas pourquoi ils font des trucs comme ça parce que enfin ça juste c'est des grosses d'attente quoi. Alors que le tour enfin tu vois t'as l'étape du Durand où si tu veux faire la différence faut déclencher à 30 bandes de l'arrivée même si tu perds d'évolue ou si tu veux faire une petite différence faut y aller dans le noyer. Et au final, dans le tour, je trouve il y a plus de diversité en termes de temps d'effort, de profil, que sur le Giro, où c'est un peu globalement toujours la même chose, je trouve. Voilà. Juste pour les chronos, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que tu dises que c'est le Tour de France avec le plus de chronos depuis 2021, sachant qu'avant 2021, alors corrigez-moi si je me trompe, mais moi j'ai pas de souvenir de Tour de France euh, avec beaucoup de kilomètres de chrono depuis 2012. Je peux me tromper. Mais en tout cas, depuis 2012, pour moi, c'était 2021 qui avait le plus de chrono derrière. Et 2021, c'était du vrai chrono. Mais enfin, sur 10 ans, quoi, on a un Tour de France avec des chronos, on va dire, de façon correcte. Thibaut, Ben, je trouve ça assez honteux. vas-y, Pardon, explique. je finis juste, mais je trouve ça assez honteux, surtout qu'au final, enfin, je veux dire, à la base, ils ont fait ça, bon, en partie, je pense, parce qu'il y avait des Français qui pouvaient éventuellement gagner le tour qui étaient nuls en chrono, déjà. Enfin, pas nuls, mais en tout cas pas au niveau des meilleurs. Sauf que là, au final, on arrive à une époque où les meilleurs grimpeurs sont aussi les meilleurs rouleurs. Donc, du coup, enfin, le fait de mettre 20 bornes de chrono, ça change plus du tout la course à la gagne, je trouve. Enfin, 20 bornes de chrono plat, j'entends, hein, parce que cette année, par exemple, les 20 bornes de chrono vont tout changer. Mais, enfin, du coup, en gros, pour qu'il y ait un minimum d'écart entre les prétendants vraiment à la victoire, enfin, il faudrait faire des gros chronos d'au moins 40 bornes, tu vois. Donc, enfin, j'avoue, je comprends pas pourquoi ils persistent sur cette tendance, alors que on est plus, enfin, sur le tour, en tout cas, on n'est plus du tout sur cette dualité rouleur-grimpeur. Là, on a vraiment des mecs enfin, en tout cas, ceux qui mettent, enfin, les meilleurs grimpeurs sont aussi les meilleurs rouleurs, quoi. Donc, vraiment, je comprends pas la tendance. Voilà. Désolé, Thibaut, je t'ai coupé. T'inquiète. Non, mais ouais, en fait, moi, j'allais te dire que j'aimais bien le fait qu'il y ait 25 bornes, que ça me paraissait équilibré. Mais au final, t'as un peu éveillé ma curiosité. Ouais. J'aurais bien aimé finalement voir 40 ou 50 bornes en première semaine. Voilà, donc t'as tout dit, je pense, pour l'équilibre entre Giro et Tour au niveau du chrono. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux dire que en fait, il y a quelques similarités, comme t'as pointé, Mathis. Sauf que j'ai l'impression que les organisateurs du Giro n'ont pas osé activer les leviers à fond, que ce soit sur les routes blanches où ils ont fait vraiment le minimum du minimum. Pour moi, c'est juste du marketing, hein, limite. Alors que le Tour, il est assez franco avec 13 secteurs, je crois, un truc comme ça, ou en tout cas pas mal de kilomètres, 32 kilomètres de secteur, un truc comme ça. Donc ils y sont allés vraiment, que ce soit sur les routes blanches et aussi en montagne. On a des vraies étapes de montagne sur le Tour, on n'en a pas sur le Giro. Ça fait encore un point où le Tour est au-dessus pour moi par rapport au Giro. Et globalement, je préfère vraiment le parcours du Tour qui me paraît, comme tu me l'as dit, bien plus équilibré, Bah, sur tous les je points, hein. pense que là-dessus, on est tous d'accord. Enfin, moi, il y a quelque chose que je comprends pas trop dans l'organisation du Giro, c'est que chaque année, la dernière semaine du Giro, elle est galvaudée. Chaque année, il y a une étape qui est raccourcie. Il y a toujours quelque chose qui est, voilà, enfin, il y a toujours quelque chose en dernière semaine du Giro où on trouve à gueuler, à dire ah bah ça c'est pas bon, ça c'est pas bon parce que hein. Et les coureurs gueulent de leur côté, les téléspectateurs et les spectateurs gueulent de leur côté, mais pour d'autres raisons. Et du coup en fait on n'a jamais, enfin je trouve que sur le Giro il y a toujours quelque chose à redire sur le parcours. Alors et le fait qu'il concentre toutes les difficultés
En troisième semaine, bah, je trouve que ça fait un peu comme les autres années où bah, du coup bah, on va tous attendre la troisième semaine. Les 2 premières semaines du Giro, on va regarder le Giro, mais tu vas pouvoir faire ta sieste devant. Et puis, enfin, en tout cas, comme cette année 2023, tu vas pouvoir faire ta sieste devant et c'est tranquille. Mais, mais voilà. Et alors, il y a quelque chose que le Giro ne peut pas gérer, c'est les conditions météo. Et là-dessus, c'est vrai que du coup, mettre tout en troisième semaine, c'est rapprocher tout de juin. Du coup, tu as plus de chances qu'il fasse beau, etc. Et que du coup, tes étapes, t'aies de quoi dire aux coureurs, en tout cas, de la maintenir de bout en bout. Mais je sais pas, je trouve ça un peu bizarre que justement, comme chaque année, on remet toutes les grosses étapes en troisième semaine sur le Giro, Thibaut. Je trouve Ouais, que ça c'est fait vrai un peu comme d'hab, quoi. ils font pas mal ça, mais comme tu dis, quand ils veulent faire des grosses étapes de montagne, t'as pas le choix, c'est souvent en troisième semaine, de toute façon, sur un grand tour. Et là, justement, je trouve que cette année, ils l'ont pas trop fait, ils ont mis pas mal de montagnes avant. On va pas revenir là-dessus. Mais après, pour la météo, moi je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils mettent pas le Giro et la Volta inversés? Pourquoi ils mettent pas le Giro en septembre et la Volta en mai, Alors, ça, je pense déjà? qu'on est tous d'accord, mais du coup, enfin, c'est pas du ressort de RCS, je pense que c'est plus l'UCI, ça. Ah, et puis Bah le ouais, mais Giro se ça se met ferait, sur la table, ça. et puis le Giro se ferait niquer dans l'histoire. Enfin, je veux dire, du coup, t'aurais pas de mecs qui préparaient spécifiquement le Giro. Enfin, ce serait pas du tout bon pour eux, je pense. C'est vrai aussi, mais bon, il y a peut-être un truc à faire. Bah, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir deux mecs qui préparent le Giro et que t'es Roglic, Vingegaard, Landa, Uijtdebroeks, Vlasov qui viennent, plutôt que des mecs qui préparent le Giro et qui courent pas ou qui courent la moitié de l'étape, tu vois? Ouais, c'est pas faux. Mais, euh, mais par rapport à ce que tu disais sur notamment le fait que tu avais souvent des grosses difficultés en troisième semaine et surtout souvent une étape qui concentre tout. Donc cette année, c'était le Monte Lussari. L'an dernier, on se souvient que c'était l'arrivée au... Putain, j'ai oublié le nom du col. Bref, la C'est la Windley... dernière, là. Ouais, Au la Windley... Fedaya, Voilà, le Fedaya, merci. Windley démonte Carapaz. Et là, en fait, t'as l'impression ils sont juste dit OK. Et du coup, ils ont juste pas fait une seule étape dure. Et du coup, t'as que des étapes moyennement dures, mais sans vraie étape pour faire des grosses diffs. Bref, c'est Moi, un peu j'ai, bizarre, on mais retire au beaucoup final, ça dessus, peut mais moi, être. j'aime bien la 17 quand même. Je la trouve plutôt bien tracée pour faire des écarts. Alors, c'est une arrivée bah, en les cols descente. sont Non, pas c'est une arrivée hyper raides, je trouve. en côte. Mais, Ça manque un ouais, peu de pourcentage dans les cols, je trouve. ouais. Bon, vas-y, Mm. continue, Tim. Excuse-moi. Ah bah, et après, ouais, enfin, je suis d'accord avec Thibaut, vraiment, je trouve l'école du Giro, ça manque de pourcentage. Et en fait, à part le Monte Grappa, mais le Monte Grappa, en fait, je sais pas comment aller la descente. Genre, s'il y a moyen, si t'as fait des. Enfin, si tu te fais. Parce que si tu creuses dans le Monte Grappa, qui pour le coup est vraiment dur de bout en bout, mais que derrière tu te fais baiser parce qu'il y a 30 bandes de descente, enfin. Après, je trouve ça bien l'idée de l'étape en circuit, mais pour le coup, j'aurais peut-être fait l'arrivée au sommet de la deuxième montée, je sais pas trop. Bref, et après, la 17e étape, c'est une montée Broken, là, je crois, et enfin, ouais, c'est genre du 5-6% de moyenne. L'étape est très bien tracée, mais je sais pas, enfin, c'est pas hyper pentu, quoi. Tant qu'on Ok. est sur la 20e étape, Vas-y, ouais. moi j'aurais limite préféré qu'il y ait un peu de vallée quelque part, soit après le dernier col, soit entre les deux, entre les Monte Grappa. Parce que en fait, je me suis dit, là, dans cette configuration-là, avec Monte Grappa à descente, directement Monte Grappa à descente et arriver en bas, si c'est le plus fort qui est en rose, il n'y a rien à faire, à moins qu'il tombe dans la descente, quoi. Mais tu pourras pas tenter de le lâcher dans la descente et de partir avec des équipiers. Parce que s'il perd 10 secondes dans la descente, il reviendra dans le col. Après, saura-t-on qui est le plus fort? Parce que depuis tout à l'heure, on dit que c'est pas assez dur. Du coup, peut-être que cette seule étape dure, vraiment Bon, quand dure, entre même, après guillemets. 19 étapes, on aura eu des indications, quand même. Oui, tu auras des indications. Mais après, Roglic, moi, enfin, en tout cas, en 2023, je le trouvais pas hyper serein sur son Giro. Et puis finalement, il sort un dernier contre-la-montre de fou.
Voilà. Les gars, on est dans l'espace des dernières lignes droites là du space. Donc si vous avez des étapes qu'on n'a pas mentionnées, euh, n'hésitez pas. Le plateau de Bay. Ok, bah vas-y, allons sur le L'étape plateau de est Bay. absolument ignoble. Voilà, j'ai pas de. Enfin, en fait, ça me fait trop Ouais, un plaisir. copain! Enfin, ça me fait trop plaisir de voir une étape à 5000 de D+, parce que je pense que ça faisait un bout de temps. Enfin, après, c'est pas tout à fait. Je crois que c'est 4800, mais voilà. Mais juste, enfin. Déjà, je comprends pas trop de l'obsession du plateau de Bay, parce que, ok, c'est une belle arrivée, mais le problème, c'est que quand t'arrives de ce côté-là, t'es obligé de te taper au moins 15 bandes de vallée avant. Donc, enfin. Mais pour le coup, le fait de faire un début d'étape banger pour ensuite avoir deux grosses portions de vallée, enfin, c'est limite du gâchis, quoi. Genre, à la limite, enfin, fais juste une vieille étape plate avec juste le plateau de Bay à la fin, enfin, Oh assume la non, grosse. non, je suis pas Bah, je sais d'accord, je peux pas. pas te laisser dire ça. C'est un peu une allégorie de ce Tour de France, je trouve, ce plateau de Bay. En fait, Non, moi je l'aime bien enfin, cette étape, hein. Je l'aime bien parce que, bon, certes, il y a de la vallée, il y a 50 bandes de vallée au milieu, mais est-ce que ça pose vraiment problème si dans les trois premiers cols, t'as une échappée de costaud qui est sortie et qui a pris du champ? Non, ça va faire un temps mort dans l'étape, mais après, c'est pas grave si l'échappée de costaud est sortie et se joue les gagnes après, ça arrive et ça en passera fait, très bien. le truc, c'est que moi, contrairement à toi, Thibaut, je suis pas forcément convaincu que puisse y avoir des grosses attaques dans le Tourmalet la veille. Et du coup, c'est vrai que les Pyrénées, je le vois un peu comme deux courses de côte. Et au final, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire mieux. Peut-être que je peux me tromper avec l'enchaînement Tourmalet en 6 ans plat d'AD, mais enfin, je sais pas, je pense que ça va juste être une course de côte aussi. Non, D'autant je pense plus que, aussi, hein. d'autant plus que, enfin, ils ont encore sorti une étape avec 80 bandes de plat au départ. Ça veut dire que soit il n'y a pas d'échappée qui va sortir, soit ça va être une vieille échappée de 5 mecs avec Dorian Godon et tout, que je respecte beaucoup, mais qui sont pas les meilleurs Dorian grimpeurs. Godo, il a tous les coms chez moi, donc s'il te plaît. Et bref, et du coup, enfin, en gros, enfin, je doute qu'il y ait la place, notamment pour mettre des coureurs devant qui te serviront de relais si t'attaques dans le Tourmalet. Donc, en fait, enfin, j'aime pas trop comment les deux étapes sont agencées. Et quand je vois le début d'étape de Bay, enfin, vraiment, le départ d'étape en côte, c'est vraiment parfait. D'ailleurs, c'est le seul de ce tour. Ça aussi, je trouve ça honteux. Enfin, bref. Mais en tout cas, le début d'étape est parfait. L'enchaînement, Mounté, Porte-d'Aspect qui sont enfin pris par leur bon versant. Ça fait 15 ans que je les vois sur le tour. Ça fait 15 ans qu'ils sont pris par leur versant les plus faciles en milieu d'étape. Ouais. Là, bon, c'est bien, ils prennent enfin de la valeur parce que je pense que ça peut être un début d'étape un peu bordélique. Mais enfin, j'avoue que même, mais dès la présentation en live, quand j'ai vu le tracé 3D de l'étape et que tu voyais vraiment le tracé enfin, tu voyais qu'il y avait 40 bandes de vallée, vraiment, mais enfin, vraiment, j'ai hurlé, genre vraiment, enfin, c'était pas possible de saboter un aussi beau début d'étape, quoi. Même si, au final, ça fait une bonne journée pour l'échapper, plus une course de côte entre les favoris qui va être belle, parce que le plateau de Bay, c'est assez dur. Enfin, je sais, en fait, j'aime trop le début d'étape et je trouve que c'est trop gâché après. Enfin, voilà, c'est tout. Là où je suis d'accord avec toi, c'est sur l'agencement entre l'étape du Tourmalet, enfin, et de Pla d'Adé et celle-ci. C'est vrai qu'elles sont à l'envers. Si tu mets Plateau de Bay avant, là, tu auras une course de côte sûrement entre les favoris avec peut-être une belle échappée devant. Et après, l'étape à enchaînement le lendemain, c'est ça qui marche mieux normalement. Là, ils ont mis un enchaînement le premier jour, sachant que c'est la première vraie étape de montagne du tour, puisque la quatrième étape, je pense pas qu'il se passera grand-chose. Donc sur un enchaînement en première étape de montagne, il va pas se passer grand-chose, les favoris vont se guetter. Et le lendemain, plateau de Bay, tu peux pas trop attaquer, donc course de côte aussi. Je suis d'accord sur l'agencement, c'est à l'envers, clairement. Et par contre, sur les départs en côte, tu dis qu'il y a que celle-là où il y a des départs en côte? Non, dans les Alpes, justement, c'est un truc pas mal que j'avais noté, c'est que dans les Alpes, tu as deux étapes où il y a full montagne toute la journée, avec bah, justement Isola 2000 et la Couillole, où là, ça part quasiment en bosse, et l'échappée se formera à la pédale en montagne, quoi, je pense. Oui, oui, c'est possible, je me suis trompé là-dessus, Tu j'ai peux plus les ajouter, profils en tête, oui. Ouais, tu peux vas-y, ajouter, Mathis. tu peux ajouter Barcelonnette aussi au départ en côte où ça a l'air de partir en côte aussi sur cette étape-là. Ça, je suis assez d'accord avec toi, Thibaut. Mais oui, honnêtement, je vais pas vous paraphraser, j'ai exactement le même avis. Les deux étapes sont à l'envers. Et le plateau de Bay, euh, les enchaînements de cols sont baigneurs, mais tout ce qu'il y a entre-temps, ça tue un peu le truc, je trouve.
Oui, 50 bornes de place, c'est bien une fois, sauf que entre le pied du premier col de Peyrossourde et le pied du col de montée, t'as 20 bornes déjà, où donc du coup ça va permettre de se reformer un peu, il va y avoir des attaques un peu par-ci par-là, mais enfin ça va s'écharper. Ensuite, entre le sommet du Portet d'Aspet et le pied du col d'Agnès, t'as 60 bornes. Et une fois que t'es au pied du port de Lers, enfin au pied de la descente du coup du port de Lers, pareil, t'as encore, je sais pas, enfin t'as encore ouais, 15-20 bornes à rouler pour le plateau de Bay. Donc en fait, cette étape qui a presque 5000 mètres de dénivelé positif, je crois que c'est 4800, ça doit être l'un des plus gros totals depuis très longtemps sur le Tour. Le Giro, ils sont habitués à nous donner des 5000 mètres de D+, mais le Tour assez rarement. Je pense qu'on était à 4900 ou 5200 même sur l'étape de la Lose l'an dernier. Ouais, ouais, mais Mais après, parce que t'as la Lose, enfin la Lose, il doit y avoir 2000 mètres de D+, à la Lose tout seul, quoi, non? Enfin, un truc comme ça. Mais, euh, ouais. mais je trouve que, ouais, enfin, je trouve que c'est dommage. Je trouve que En oui, fait, en effet, elle est pas. Ah, j'en sais en pas fait, comment elle le est pas truc, c'est principale. que c'est chelou de se dire 4800 D+, parce que quand tu regardes le profil de l'étape, t'as pas l'impression qu'on est à 4800, quoi. Il y a tellement Ah de oui, t'as plat. l'impression qu'il y a 3000 ou 2000, Mais quoi. en fait, les gars, le problème, c'est qu'à partir du moment où ils refusent leur gars maintenant de faire des étapes de plus de 5000 de dénivelé, vous pouvez pas avoir une étape de 200 bornes avec des cols tout le long. C'est Oui, c'est impossible. vrai. Mais ça, je trouve ça dommage parce que la dernière qui me faisait penser à ça, c'est l'étape du Galibier en 2019, là où Bernal attaque là et commence un peu à reprendre du temps déjà. Et là, il me semble que c'était la dernière grosse étape à plus de 200 bornes, quasi 5000 mètres de D+, voire 5000 mètres de D+, j'ai plus les chiffres exactement en tête. Mais moi, c'est la dernière énorme Ouais, étape de montagne que j'ai en tête sur le Tour. Si ouais, bah la t'enlèves le Lose, col de c'était la pas mal Lose, l'an quoi. dernier. Oui, mais le truc, c'est que là, t'as un col qui vampirise tout. Euh, L'étape de d'Andy Schleck en 2011, avant le Galibier, t'as Agnel, et avant Agnel, alors je sais plus le Isoire, nom du ouais. col, mais t'as Izoard, ouais, voilà. Tu fais dans la journée Izoard, Agnel, Galibier, ça a de la gueule, Et ouais, tu mais vois. ils osent plus maintenant. Maintenant, tu Et oui, leur mais c'est proposes dommage. Agnel, Isoire, Galibier, Gouvenou, il va te dire, oh non, les gars, on enlève l'Agnel, on fait le tour par je sais pas où, parce que sinon c'est trop dur. Ils osent plus. D'ailleurs, Donc l'étape forcément, du on a de la Galibier, vallée. Oui, mais je trouve ça dommage. Voilà. l'étape du Galibier, parce que pour le coup, il y avait bien. Enfin, en fait, ce qui me fume, c'est qu'ils font des clins d'œil à des anciennes étapes, à des anciennes légendes, ou alors à des parcours de Paris-Nice ou du Dauphiné sur l'entièreté des 3 semaines. Et la seule étape où ils le font pas, c'est l'étape du Galibier, où vraiment, mais je pense qu'on aurait tous prié pour avoir un remake de l'étape 2011 avec Aniel, Isoire, Galibier, genre ça aurait été incroyable. Et au final, ils font un nouveau parcours, mais en faisant passer par des cols à 4%, Ouais, mais c'est enfin, la quatrième étape. Et Pour pour le ça coup, qu'ils il y sont avait tous. vraiment moyen de le faire logistiquement parce que cette année-là, 2011, ils partaient de Pinerolo en Italie. Et là, ils repartent d'Italie ouais, mais sur cette étape de Valor. tu repars de Pinerolo, quoi, enfin, je- Oui. Après, je sais pas si ça aurait été c'est- une bonne idée, parce qu'on aurait été tellement frustrés de voir qu'il se passe pas grand-chose si tôt dans la course. Je pense qu'on aurait été vraiment tous frustrés. Donc je suis peut-être Bah, le limite truc, c'est plus qu'après, content de voir ça. t'as des étapes assez simples, quoi. 5, 6, 7, c'est pas des grosses étapes. Et t'as le chrono. Le chrono, il arrive à l'étape quoi, 8. Ouais, mais Donc, justement, t'as pas de montagne entre le Galibier et le Tourmalet à l'étape 14, du coup, qui va déjà se mettre dans le bain de la montagne et attaquer à 50 bornes de l'arrivée sur la quatrième étape. non, je demande pas des attaques à 50 bornes, sachant que en plus t'as le Lotaret. Le Lotaret, tu peux pas attaquer avec le Lotaret avant. Normalement, ça n'existe pas. Non, mais je Juste pense que avec personne Lafayette. n'attend des attaques sur cette étape, on attend juste de voir des premiers enseignements dans le Galibier. Ouais, mais du coup, autant faire une étape dure, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Sachant que, comme tu dis, il n'y a pas d'étape de haute montagne avant Plateau de Bay, étape 14, donc t'as 10 étapes entre temps, où t'as quoi à te mettre sous la dent? T'as le Lioran, et t'as 3 et le contre-la-montre. Donc c'est pour ça qu'on aurait pu éventuellement penser que ça aurait pu se faire, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez une dernière étape à relever ou on coupe là, comme vous voulez? Si vous avez un dernier truc. Alors, je regarde vite fait. Dans les auditeurs aussi, si moi, si quelqu'un je peux a quelque chose à rajouter. Moi, si je peux dire un truc, je suis content qu'ils remettent des étapes à bordure, même si bon, toutes les dernières fois qu'ils en ont mis, ça a fait flop, mais en plus là, ils en mettent deux, donc enfin, je pense ils sont un peu dit on maximise les chances. Ça fait longtemps. Enfin, en fait, je pense depuis l'Avor en 2020, on n'a pas vu de gros coups de bordure dans le Tour, et enfin, je sais pas, enfin, ça commence à manquer un peu, je trouve. Hmm. Euh, Après, donc je l'an suis content. dernier, enfin,
ils ont quand même essayé. Alors, l'an dernier, oui, l'an dernier. euh, non, il y a 2 ans, pardon, quand ça part du Danemark, il y a une étape, c'est Oui, tout oui, en bord de mer, ils prennent un pont, enfin, tu vois. oui, oui, je suis d'accord, mais c'est pour ça que j'ai Ouais. dit que enfin, c'est pas la première fois qu'ils tentent et que ça n'a pas souri récemment, mais là, ils le font 2 fois. J'aime bien l'idée, surtout, enfin, comme j'ai dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de coups de bordure, enfin, de gros coups de bordure, je veux dire, avec au moins deux, trois mecs piégés, quoi. Enfin, Lavore, tu vois, Pogacar, il perd 1 minute 30. Et pour le coup, ça influe la course après, parce que dans les Pyrénées, du coup, il est déchaîné. Et donc, j'aime bien ça. J'aime bien cette idée-là. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça vient un peu aussi côté sprinter. Bon, on n'a pas beaucoup parlé parce que je pense que c'est pas le côté le plus passionnant, mais en plus, côté sprinter, ça vient un peu rompre la monotonie de toutes ces étapes de sprinter en première semaine où qui devraient être assez simple à contrôler. Et donc voilà, donc moi j'aime bien ces 2 étapes-là. Et après, en fait, ce pourquoi j'aime bien Barcelonnette, c'est que c'est vraiment la seule étape pour pur baroudeur. Et par pur baroudeur, j'entends pas baroudeur grimpeur, j'entends plus les mecs comme Mohoric, à la limite un Bettiol, tu vois, enfin vraiment des. Enfin, donc du coup j'aime bien cette étape-là parce que c'est un peu leur seule chance, même si au final il y a le profil des étapes, enfin il y a Vélofité qui est sorti le profil de toutes les étapes du coup, et au final il y a deux trois, il y a genre les étapes de euh, Colombey, les Deux Églises et Pau qui sont assez vallonnées, enfin un peu vallonnées, mais au final vu que c'est en première et deuxième semaine, je pense pas que ce soit trop dur à contrôler pour les équipes de sprinters. Donc du coup, à part Barcelone, ils n'ont pas vraiment de vraie occasion, je trouve, même s'ils vont forcément essayer sur les étapes que je viens de citer, mais donc, enfin, je trouve que c'est un peu eux qui sont niqués dans l'histoire, mais du coup, ils ont cette étape de Barcelonnette comme terrain de jeu. Voilà. Ouais, il y a vraiment de tout sur ce parcours. Les bordures, c'est super. La possibilité de bordure. Il y a des chemins gravel, il y a de la montagne, de la haute montagne, des chronos. Il y en a suffisamment quand même, par rapport à cette année notamment. Moi, je trouve qu'il y a vraiment de tout, donc je l'ai pas dit, mais en fait, vraiment, il est super ce parcours. Il est incroyable, moi, je trouve. Parce que c'est facile, on peut toujours trouver des trucs à redire. C'est impossible de tracer un parcours parfait, mais il est incroyable, vraiment. Non, je suis assez d'accord que pour moi aussi, c'est un des meilleurs tracés de parcours de ces dernières années. En tout cas, c'est un qui, au moment de la sortie, me plaît le plus. 2022, j'étais vraiment pas fan. 2023, c'était un peu mieux, même s'il y avait 2, 3 trucs que je comprenais pas trop. Là, cette année, c'est vrai que c'est celui que, en tout cas, il me parle, ce parcours du Tour de France, beaucoup moins celui du Giro. Peut-être qu'ils se sont un peu croisés entre temps, justement, sur la cohérence du parcours. Faut le dire aussi, alors je sais plus si la première fois, mais généralement, le parcours du Giro sort après celui du Tour de France. Et là, c'était l'inverse. Donc peut-être que le Giro, avec moins de vision sur ce qu'allait faire ASO, euh, bah, du coup, a testé quelque chose, mais en tout cas, moi, ça me parle moins. Voilà. Je sais pas si vous avez un tout dernier truc à rajouter, Thibaut notamment. Non, pour moi, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis durant ce space. Merci à ceux qui ont commenté. Merci à ceux qui ont écouté aussi en podcast jusqu'au bout. Euh, et bah merci surtout à toi, Thibaut, d'avoir intervenu une nouvelle fois, une de plus. Ouais, merci les gars. Merci Tim, merci Mathis. Bah surtout Merci. merci à Tim. Ouais, j'allais venir sur toi, qui nous dépanne aujourd'hui puisque Kim Koum Clément, notre titulaire habituel, n'est pas là. Équipier de luxe, équipier modèle, hein. C'est que sur la Volta, c'est toi. Ah, c'est avec plaisir. On fait ça quand vous voulez, vraiment. Merci beaucoup. Vas-y, bah on essaiera de se redire si jamais une fois on en a l'occasion. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine probablement pour un autre space hein, euh, avec un autre sujet. Et puis je vous dis à très très Gros vite. bâtard. Ciao. Bisous.